Bonjour, alors on est jeudi le 21 janvier 2021 aujourd'hui. Puis je suis Renaud Faneuf. Je vais vous faire une lecture, donc une lecture d'un texte qui n'est pas le mien, mais une lecture que je veux faire parce que je considère qu'elle est vraiment importante puis que beaucoup de personnes ici au Québec auraient avantage à pouvoir entendre ce message. Donc ça va être un texte qui vient de la revue Liberté, numéro 321, Art et politique, automne 2018, et donc un cahier spécial sur les premiers peuples, puis cartographie d'une libération. Le texte que je vais lire aujourd'hui s'intitule Manifeste des premiers peuples. Donc, il a été créé c'est un texte qui a été créé par un collectif, qui est le collectif, désolé si je prononce mal, Ishpite Nimato Chikauinu Assis. Et il y a une petite note en bas de page qui dit assis. Qu'est-ce que ça veut dire assis? C'est un mot Inu Aimun qui signifie respectons la terre-mère. Donc, c'est un nom de collectif de personnes autochtones de différentes nations autochtones qui se sont rassemblées ensemble. Puis je peux le lire, c'est à la fin. Le collectif Ishpitenimato Chikauni Inu Assi est un réseau de personnes et de familles issues des premiers peuples. Il vise à soutenir les actions des gens engagés sur le terrain pour la revalidation de la souveraineté ancestrale des premiers peuples et pour le renforcement de leur autodétermination. Puis donc, justement, si je fais la lecture aujourd'hui, c'est pour contribuer à la revalidation de la souveraineté ancestrale des Premières Nations et au renforcement de leur autodétermination. Donc, commençons la lecture. Citation de Arthur Manuel. Il faut cesser de pleurer sur l'épaule de celui qui nous a volé nos terres. Ce manifeste est le résultat de cercles organisés avec des aînés, des sœurs et des frères des premiers peuples Anishinaabe, Atikamekw, Iyu, Innu, Mi'kmaq. Il est le résultat d'un processus qui, historiquement, fut considéré comme illégal et subversif. Ces cercles de délibération et de prise de décision ont, par le passé, mené à l'emprisonnement, voire à la mort. Aujourd'hui, nous poursuivons ces modes de communication, de rassemblement et de gouvernance inclusive, où la riche parole de chacun et de chacune est considérée, respectée et intégrée dans la direction de notre grand canot. Ce manifeste constitue la preuve que nous sommes toujours là. Nous souhaitons aujourd'hui renforcer et revalider notre Inu Tipeni'temun ou souveraineté ancestrale, Anishinaabe, Tipentamowin, Iyu, Tipentamun, Atikamekw, Tiperititan, porteurs de nos savoirs et de nos lois. Ce manifeste raconte le chemin sur lequel nous marchons depuis des millénaires et que nous continuons à parcourir en dépit d'inlassables tentatives pour nous en détourner. Cette voie montre comment notre lien à Assi, la terre, en Inu Aimun, est source de vie et combien notre rapport à notre passé demeure source de vérité. Le régime destiné à nous anéantir mine depuis très longtemps notre capacité à décider pour nous-mêmes. Il invalide nos savoirs et nos lois. Ainsi, pour la tenue de ces cercles délibératifs, dont ce texte est un des résultats, nous avons usé
d'une méthode qui permet la libération des savoirs et leur traduction en action par un renforcement effectif de notre Inu Tipeni Temun, notre souveraineté ancestrale. Au sein de ces cercles, nous définissons les problèmes que nous considérons comme prioritaires et nous diagnostiquons ensemble les sources de ces réalités. Après avoir analysé collectivement ce qui détermine notre condition, nous réfléchissons aux solutions et aux visions qui pourront se traduire par des actions communes. Nos cercles recréent par le fait même des réseaux d'entraide et de coopération qui furent jadis détruits au profit d'administrations coloniales pour que nos actions collectives soient rendues possibles. Ils revalorisent le rôle de nos aînés et rétablissent les savoirs qu'ils portent et doivent transmettre à ceux qui sauront les recevoir. Le Canada et les premiers peuples. De par les Amériques, le schisme s'agrandit entre les premiers peuples et les États coloniaux et leur régime. Le régime canadien, discriminatoire et ségrégationniste, a blessé les premiers peuples et continue de le faire, au point où l'espoir que certains d'entre nous, de génération en génération, avaient d'arriver un jour à le réformer, s'est évanoui. La nature même des institutions coloniales, leurs origines, leurs effets, leur nature et leurs effets, nous en ont convaincus. Au Canada, le régime constitutionnel destiné au premier peuple ne peut être réformé. Nous remettons en question les fondements mêmes des sociétés coloniales, leurs finalités, qui se sont révélées à nous à travers les siècles et qui nous apparaissent comme destructrices. Or, malgré des siècles de domination, nous savons la force de nos civilisations millénaires et de ce qu'elles véhiculent comme perspective d'avenir. Les États coloniaux nous ont agressés, menti, et ils continuent de le faire. La civilisation et le progrès n'ont apporté chez nous que la dévastation d'Assis, de la mère-terre et des cœurs. La rupture avec cette Amérique qui devait se constituer sur l'effacement de nos civilisations est complète, intérieure. La confiance est brisée, mais les consciences s'éveillent. Nous ne pouvons plus accepter la mutilation de ce qui est sacré pour nous. En dépit des tentatives de réconciliation et des fausses politiques de justice qui nous apparaissent désormais comme un simulacre visant à acquérir des avantages politiques, nous constatons que l'esprit qui animait le système colonial et son élite opère toujours. La couronne canadienne et les provinces gardent le cap avec une grande constance. Ils s'approprient, ainsi, exploitent les êtres et les personnes qui y vivent, subjuguant et dégradant les premiers peuples au nom du progrès et du développement économique. En dépit d'actes de reconnaissance symbolique par les gouvernements afin de simuler la justice et de rapprochement stratégique avec les peuples afin de dissimuler l'usurpation, rien ne change sur le fond. Le régime demeure intact. Les objectifs de subjugation et de dépossession du régime colonial canadien, qui inclut le Québec, sont figés, immuables. L'ADN du Canada, du Québec, est colonial. Comme plusieurs avant nous, nous avons tiré des conclusions. Après 500 ans de colonisation, d'évangélisation et 150 ans d'apartheid, nous connaissons bien la société qui nous domine. Ses fantasmes, ses mythologies, ses angles morts et surtout ses limites. Après 400 ans, à observer les sociétés européennes s'établir sur le continent, nous sommes les mieux placés pour affirmer que la vision de la nature et de notre place au sein de ce monde sur laquelle cette société est fondée est corrosive
et intenable. Nos ancêtres avaient pourtant tenté de prévenir les nouveaux conquérants en leur apprenant ce qui est requis pour vivre sur ces terres. Écouter, connaître et respecter les lois émanant de la terre elle-même, faute de quoi on menace la vie humaine et la possibilité de se nourrir de la terre. Misère spirituelle. Nous devons sauver nos cérémonies. Les cérémonies nous ont aidés à nous comprendre et à interpréter le monde des rêves. Frère Iou. Enracinés dans la tradition judéo-chrétienne, les premiers énoncés philosophiques du projet d'expansion coloniale illimitée, au 15e siècle, ont associé la raison et le progrès à la volonté de Dieu et à l'idée que nous pourrions devenir comme maîtres et possesseurs de la nature. La voie de l'expansion illimitée, de la recherche acharnée et perpétuelle du progrès, de la croissance, du développement économique, du projet financier et de la jouissance individuelle compromet l'ensemble des humains et du vivant. Cet imaginaire capitaliste qui instrumentalise la nature ainsi que la possession arrogante et illégitime d'Assi est, nous le pensons, motivé par un vide spirituel qui aveugle une grande partie des Amériques et mène à la mort. Les humains de l'Occident ont tué leur Dieu, puis transformé son souffle en raison dite universelle. Ils ont construit des usines sur les cimetières. Le rapport au sens de la condition humaine a été corrompu, ne laissant qu'un trou, une béance creusée par la douleur psychique et sociale. La mort elle-même est devenue une marchandise. Notre crise planétaire, qui est à la fois environnementale et sociale, locale et mondiale, est une conséquence du projet d'expansion illimitée, du désir de possession et de contrôle de la nature. C'est pourtant avec encore plus de recherches scientifiques et plus d'innovations techniques, accroissant l'emprise sur la nature que les sociétés capitalistes croient pouvoir régler les problèmes qu'elles ont créés et qu'elles continuent d'aggraver. Or, à l'exception de quelques penseurs et de groupes militants marginalisés par la culture de masse et les médias, personne ne remet rationnellement en question cette quête de puissance. Cette soif de domination rend aveugle. Comment ne pas voir que par la spoliation d'Assi et le gaspillage de ses richesses, c'est la dignité humaine de tous qui est menacée? Comment ne pas voir qu'en rompant notre lien avec Assi, c'est également notre lien avec l'autre que nous mutilons? Car les lois qui émergent de la terre nous enseignent avant tout le respect de tous les êtres qui l'habitent, de la vie qui l'anime, qu'elle l'abrite. Elles nous enseignent comment vivre sans détruire ce qui nous entoure, comment préserver toutes les formes de vie et continuer d'être guidés par l'esprit protecteur de nos ancêtres. Ainsi, ces lois, lorsqu'elles sont comprises et appliquées, génèrent de l'entraide, de l'empathie et de la solidarité avec nos semblables et les autres espèces. Elles génèrent de l'amour et chassent l'individualisme excessif, la compétition ou le désir d'accumulation. Nous avons aujourd'hui tous les moyens de changer le cours des choses afin d'éviter l'extinction. Mais il est nécessaire de repenser le monde sur d'autres fondements épistémologiques, en prenant comme socle la terre et ce qu'elle porte, ainsi que la dignité humaine comme trésor. Il est temps de purger préjugés, peur, colère et tout ce qui engorge nos cœurs et nos esprits.
Il est temps de laisser couler de nouvelles sources en nous-mêmes pour que le nid de notre être soit habité à nouveau par des esprits bienfaiteurs. Le colonialisme intériorisé. Les aînés ont parlé, ils ont été clairs. Pour nous libérer de nos souffrances, nous devons dire nos vérités. C'est à travers elles que nous nous guérirons. Parole d'une aînée Innu du Nitassinan. Le régime établi il y a 150 ans visait à former quelques bons Indiens volontaires pour faciliter l'assimilation complète des leurs en dirigeant des conseils de bande, établis progressivement un peu partout sur les terres ancestrales. Ces bons Indiens existent désormais et dirigent certaines de nos communautés. Ils simulent la ressemblance avec la société dominante, croient en sa présumée supériorité et perçoivent l'assimilation et la soumission à la culture coloniale, à ses institutions et à ses valeurs comme un progrès, une évolution. Un bon Indien est un Indien mort de l'intérieur, vidé de sa langue, de son esprit, de sa philosophie. Un Indien simulé est capable de réifier et donc de capitaliser assis. Il est docile. Nous ne parlons pas avec mépris, mais dans un souci de vérité. Ces gens, nos frères et sœurs, sont aussi les victimes du régime et des structures qui les ont produits. À partir d'un commandement général à l'oubli, ce régime a imposé au premier peuple une définition unique de l'identité par le statut d'Indien. Il a infligé une fiction raciale comme unique rapport à soi, qui visait, et cherche toujours, à éliminer progressivement toute forme de référent endogène, à rendre impossible l'autodéfinition, ainsi qu'à imposer un rapport à soi entièrement défini par la couronne. Il a dicté un rapport restreint à la terre en vertu du concept de réserve, antinomique avec nos philosophies de la souveraineté ancestrale et qui a pour but notre déconnexion entière d'avec Assis. Il a mutilé sciemment nos conceptions de l'autodétermination, des modes de décision et de la diplomatie, par l'intermédiaire des structures des conseils de bande dont l'objectif demeure la domination, l'assimilation et le consentement à la cession de notre souveraineté ancestrale. Le régime de la couronne canadienne, destiné au premier peuple, est fondé sur une politique de l'effacement, dont le génocide et les différents stratagèmes de déterritorialisation physique et culturelle illustrent les visées, soit l'éradication des premiers peuples et la prise d'Assis. Aujourd'hui, nous subissons entre nous les conséquences de ce système. Pour ces raisons, nous ne pouvons passer sous silence le fait que dans plusieurs de nos communautés, une petite élite dirige nos institutions et profite du colonialisme. Cette élite négocie des traités en notre nom, signe des ententes sectorielles sans consulter ses membres, dévalorise les savoirs et les pouvoirs des aînés en les excluant des modes de gouvernance. Elle intimide les opposants qui osent critiquer son autoritarisme et remettre en question ses politiques et sa manière d'administrer les réserves. Les femmes issues des premiers peuples vivent de grandes insécurités dans nos communautés
et à l'extérieur de celle-ci. Avec leurs enfants, elles sont celles qui paient le prix le plus élevé de la violence coloniale. Elles souffrent au plus profond de leur entrailles de la perte, de la disparition et de l'assassinat des membres de nos familles. Beaucoup d'entre elles ont perdu des enfants, des frères, des sœurs envoyés dans les pensionnats, disparus dans les hôpitaux ou enlevés par les services sociaux. Ces blessures sont lourdes à porter au quotidien et difficiles à guérir. Pourtant, les femmes n'ont jamais cessé de résister et de se battre. Soutenir leur lutte est plus que jamais un devoir collectif. Assis est source de force, de guérison, de régénération. Elle est également source de souvenirs heureux, de nourriture, d'autonomie et d'une vie spirituelle puissante. Cependant, avec la destruction d'Assis et la contamination des lacs et des rivières pour des projets de développement hydroélectrique, minier ou pétrolier, généralement entrepris de force ou par l'entreprise d'ententes signées avec les dirigeants des conseils de bande, des structures étatiques et coloniales, un autre parent proche nous est enlevé. C'est un deuil additionnel, immense, que celui de voir avec supplice mourir notre relation millénaire, fusionnelle avec Assis, la Mère Terre. Si le régime constitutionnel ou l'apartheid canadien nous étrangle, les préjugés profondément enracinés au sein des cultures canadiennes et québécoises nous blessent. Si les conceptions de la Terre et de l'humain au fondement des régimes coloniaux, tout comme le type de développement qu'elles engendrent, sont antinomiques avec notre conception de la vie, il demeure que nous avons peu de pouvoir sur ces réalités. Elles nous accablent, nous affament, nous attristent et nous rendent misérables. Or, il est difficile, voire impossible, pour nous d'en changer les modalités. Notre pouvoir réel réside dans la compréhension que ce régime infernal est une construction, une pure production du colonialisme et qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes vraiment. Il est temps de briser le colonialisme psychologique qui nous astreint, de détruire pour de bon ces idées fausses sur nous-mêmes afin d'embrasser enfin notre mémoire, nos lois et notre capacité collective à propulser et à diriger notre propre canot, et ce, sans céder assis et sans nous soumettre aux exigences déraisonnables de l'État colonial, qu'il soit canadien ou québécois. Là se révèle une grande révolte, une véritable révolution culturelle. L'heure est à la guérilla symbolique. Il faut changer le savoir que nous détenons sur nous-mêmes, cultiver l'idée que nous avons le potentiel de devenir ce que nous voulons être, ne plus jamais être ce qui nous est imposé. Nous devons repenser nos institutions en puisant dans notre propre intelligence collective, nos récits et ce qui mérite d'être défendu plutôt que dans la vétuste grammaire coloniale et étatique. La vision qui nous guide, embrasser Assis et l'humanité. Le caribou est tellement respecté qu'il est considéré comme celui qui contribue à la survie des Inuits depuis des millénaires. Plusieurs récits oraux, Atanukan, font référence à leur relation de l'Innu avec Atik, dont l'histoire de l'homme caribou, de l'époque des grands chasseurs à aujourd'hui. Le Tehuelcan résonne pour le respect et la survie, pour communiquer directement avec le monde des rêves et des esprits. Parole du frère Innu du Nitassinan, d'un frère Innu.